Je pense qu'on est en ligne. Bonjour à tous. Est-ce que, vous m'entendez? Je vais juste, voir si vous me répondez, 1 ou 2 réponses pour voir si tout le monde m'entend. Oui, parfait. Et ben, alors merci à tous, d'être présents aujourd'hui pour le webinaire Monster sur le marché de l'emploi en 2022. Donc on va voir comment mieux postuler et mieux se préparer pour trouver un job, avec, les nouvelles tendances du marché. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Biljana Zarik, qui est consultante en ressources humaines. Donc bonjour Biljana. Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, je suis consultante en ressources humaines et j'accompagne aussi bien les salariés en poste que les personnes qui souhaitent se reconvertir euh, dans le développement de leurs compétences et de leurs talents. Merci. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Avec nous, nous avons aussi Aimée qui va s'occuper de la modération aujourd'hui. Donc, bonjour Aimée, merci d'être là. Moi, je me présente, rapidement. Je suis, donc Pauline Lefranc, je suis la responsable, marketing B2C chez Monster et je m'occupe de toute la gestion de contenu pour conseiller les candidats et entre autres, l'organisation, des webinaires. Donc voilà, on vous remercie encore, de vous être inscrits à ce webinaire qui va être vraiment très intéressant avec, beaucoup de conseils, que Biljana va vous donner. On va passer environ 1 heure ensemble pour vous parler donc des dernières tendances du marché du travail et donc voilà, ces tendances, elles sont sorties d'une étude The Future of Work. Je vous ferai un petit point rapide tout à l'heure et on va vous donner les meilleurs conseils pour, réussir votre recherche d'emploi en 2022. Donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat public. Aimée va pouvoir, répondre à quelques questions tout au long du webinaire et puis on consacrera une dizaine de minutes à la fin du webinaire pour, répondre aux questions, les plus pertinentes. Si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin du webinaire, il n'y a pas de souci. On va vous renvoyer un lien avec le replay du webinaire. Donc, vous y aurez accès tant que vous voulez après, tranquillement chez vous. Et vous recevrez aussi une copie de la présentation que vous pouvez aussi également télécharger dès aujourd'hui depuis votre salle webinaire. Donc, je vais passer rapidement. Donc voilà, là, ça c'était un peu le sommaire. Je vais passer à la présentation de Monster. Donc Monster, qu'est-ce que c'est? C'est un site de recherche d'emploi qui, excusez-moi, j'ai juste un petit souci. Hop là, voilà, ça va aller mieux comme ça. Donc c'est un site de recherche d'emploi que vous pouvez retrouver donc sur notre site internet via votre ordinateur ou via nos applications mobiles. En ce moment, on a plus de 160 000 offres d'emploi qui sont disponibles. On a aussi une CV Tech, c'est-à-dire qu'en fait, on vous conseille de télécharger votre CV sur notre site et les recruteurs vont aller chercher, des CV directement sur cette CV Tech et vont pouvoir vous contacter directement. Et enfin, on a toute une partie, de conseils carrière, donc que ce soit, des articles, des webinars, des guides. Vous pouvez retrouver notre page, conseils carrière avec le lien qui est sur la présentation. Voilà, c'est vraiment, ça traite vraiment de tous les sujets, pour votre recherche d'emploi, mais aussi également des sujets quand vous êtes en poste. Concernant notre étude, The Future of Work, donc on a interrogé 3 000 recruteurs dans le monde et 9 000 candidats dans le monde. Aujourd'hui, on va vraiment se consacrer aux données, sur la France et on va vraiment voir les tendances qui sont ressorties. Alors c'est vraiment suite à la pandémie, on voit vraiment qu'il y a des grosses tendances qui ressortent par rapport, voilà, au télétravail, au recrutement virtuel et on va aussi voir qu'il y a, de nouveaux enjeux pour les employeurs qui sont plutôt dans une situation plus compliquée de recrutement mais aussi des nouvelles attentes, des candidats. Donc avec toutes ces tendances, on va pouvoir vous apporter des conseils pour que vous adaptiez, votre candidature. Alors, je vais juste commencer rapidement par, partager quelques tendances principales et ensuite on passera à la partie conseils. Donc une tendance qui est, une bonne nouvelle, on va dire, c'est que voilà, les perspectives d'embauche sont en hausse. On a une majorité d'employeurs qui prévoient d'embaucher cette année, que ce soit pour remplacer du personnel ou pour, embaucher sur des nouveaux postes. Il y a vraiment des créations de postes. Les secteurs, qui vont le plus embaucher, donc on en a entendu beaucoup parler, hein, pendant la pandémie. Le secteur de la santé, des loisirs, de l'hôtellerie, ils ont vraiment souffert pendant la pandémie. Ensuite, il y a aussi l'éducation, le transport et la logistique. Voilà, c'est vraiment des secteurs qui vont embaucher pour des remplacements de personnel. Et ensuite, il va aussi y avoir énormément de création de postes, principalement dans l'IT, les tech, l'ingénierie.
Alors comme on a vu, en fait, voilà, il y a eu beaucoup de changements à cause de la pandémie et les employeurs doivent s'adapter, au marché et aussi aux candidats qui ont des nouvelles, demandes. Donc les points principaux qui ressortent, c'est que les changements à mettre en œuvre par les employeurs, c'est de rendre des postes plus flexibles, donc il y a le télétravail, on va en reparler après, la flexibilité des horaires, bien sûr augmenter tout ce qui est avantages sociaux, la participation aux résultats de l'entreprise pour, voilà, motiver ses employés et aussi proposer des formations, aux compétences. Donc on verra, voilà, que les employeurs, sont de plus en plus ouverts, à former des nouveaux candidats et on parle toujours aussi, bah, de l'égalité des salaires, entre les femmes et les hommes qui est vraiment un sujet, important et que les employeurs doivent prendre en compte de plus en plus. Donc voilà, on va passer à la partie, conseil avec Biliana. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager quelques chiffres, de l'étude qui étaient pertinents et avec Biliana va ensuite, voilà, vous donner les conseils, à mettre, en place par rapport à ces tendances. Donc 1er point, on en a parlé, c'est voilà, le télétravail. On le sait tous, ça s'est vraiment démocratisé avec la pandémie. Ce qu'on voit, c'est que la manière dont il se déroule le plus souvent, c'est en mode hybride. Donc, on va avoir des entreprises qui vont dire, voilà, il faut être en entreprise 2 à 3 jours par semaine et les 2 à 3 jours, des 2 autres 3 jours par semaine, on peut être, chez soi. Donc ça apporte, voilà, une certaine flexibilité dans l'organisation. Il va y avoir quelques postes qui sont 100 en télétravail, mais ça reste une minorité et c'est pour des types de postes très précis où voilà, où on peut être complètement chez soi pour des postes de, par exemple, téléconseiller dans l'informatique, dans le graphisme. En termes des choix en fait, des employeurs et des attentes des candidats, on n'est pas trop loin. On voit qu'il y a quand même, voilà, plus de la moitié des recruteurs qui choisissent de privilégier ce mode, de télétravail et de flexibilité, souvent en mode, hybride et on a, voilà, à peu près 40 des candidats qui sont dans l'attente, de ce mode, télétravail, en mode hybride. Donc Biliana, ça serait quoi les conseils du coup que tu pourrais donner par rapport au télétravail? Oui, alors juste pour compléter ce que tu dis, juste après la pandémie, enfin la pandémie en tout cas, la première phase, de nombreuses entreprises qui étaient prêtes même à aller jusqu'à 3, 4 journées de télétravail par semaine. Et en fait, elles se sont rendues compte qu'en termes d'organisation et surtout de lien social, ça posait vraiment de très grosses difficultés. Et du coup, aujourd'hui, quand on regarde par rapport à l'ensemble des accords télétravail qui ont pu être signés, la plus grosse partie, c'est 2 jours par semaine. Et c'est à date. Alors, quand vous souhaitez effectivement postuler à un poste et que effectivement reste un point qui est important pour vous, n'hésitez pas dans ce cas-là à élargir votre zone géographique de recherche. Mais bien évidemment, où que votre métier ou les métiers vers lesquels vous vous orientez et les entreprises vers lesquelles vous vous orientez sont, j'allais dire, suffisamment ouvertes au télétravail. Alors, comment le savoir? Il suffit d'aller sur les sites, j'allais dire, des entreprises. Elles communiquent beaucoup lorsque, effectivement, elles mettent un point fort à avoir, j'allais dire, plusieurs jours de télétravail, voire même pour certains métiers du 100% télétravail. Donc voilà, donc en amont, faites dire cette recherche d'informations et ensuite, donc, vous pourrez effectivement vous permettre donc de postuler sur une zone géographique plus. Lorsque vous êtes ensuite, j'allais dire, pour parler avec l'entreprise ou dans le cadre, j'allais dire, de vos entretiens, restez le cas, bien évidemment, suffisamment, j'allais dire, adapté par rapport à ce que l'entreprise peut vous proposer, c'est-à-dire est-ce qu'elle répond vraiment à 100% à ce que vous souhaitez en télétravail ou pas. Là, choix personnel. Je pense qu'effectivement, en tout cas au démarrage, mieux vaut rester suffisamment souple et adaptable, quitte à bien évidemment bien
interviewer l'entreprise sur qu'est-ce qu'elle a mis en place et qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en place en termes de... Et puis, bien évidemment, rien ne vous empêche, clair et précis. Moi, le télétravail, c'est X jours par semaine et ni plus ni moins. Ensuite, ce qui est intéressant avec le télétravail, alors que vous soyez manager ou que vous ne soyez pas manager, c'est effectivement les expériences qu'elles nous ont, enfin que le télétravail nous a apporté à tous, et puis du coup, j'allais dire les compétences comment dire, que le télétravail nous a amené. Et l'une des compétences premières, c'est l'adaptabilité. Tous étaient mis face à la situation de pandémie, à se retrouver enfermés chez soi et à faire du télétravail. Et tout le monde, alors avec plus ou moins de succès, j'allais dire, nous nous sommes adaptés donc au télétravail. Donc ça, c'est vraiment une compétence phare que l'on a pu développer. D'autres compétences également que le télétravail nous a permis de développer, c'est tous les outils. Alors que ça soit bien évidemment les Zoom, Teams et autres, mais également tous les outils d'échange collectif, Slack, enfin je sais même plus tous les noms, voilà. Donc il y a un autre aspect qui est également très important, c'est les compétences développées chez les managers grâce au télétravail. Le télétravail a effectivement obligé les managers à faire preuve de plus de délégation et donc à donner plus d'autonomie à leurs salariés et également à créer plus de proximité au niveau, j'allais dire, des réunions. Donc les réunions sont moins en tout cas, les grosses réunions sont moins fréquentes. Les grosses réunions où tout le monde est réuni. Par contre, les petites réunions de 10 minutes tous les 2 jours, une fois par semaine, selon effectivement les postes, c'est quelque chose effectivement qui s'est développé. Et ça, c'est une compétence effectivement nouvelle qui a été développée auprès des managers. Les avantages au mode hybride, hein, comme Pauline, l'un des avantages, c'est effectivement que quand on est au bureau, c'est d'avoir ce contact et quand on est chez soi, c'est lié à la qualité de vie au travail entre donc ne plus avoir X heures de trajet par jour et du coup avoir plus de temps pour soi, normalement. Tout à fait. Alors, on va passer à la suite. Donc, quelque chose qui peut faire peur aux candidats, c'est d'avoir un parcours atypique. Donc, que ce soit un changement de poste régulier, que ce soit un trou dans le CV, des compétences qui ne correspondent pas forcément au poste, ou voilà, des candidats qui résident hors zone géographique. Donc, ce qu'on a pu voir avec notre étude, c'est qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui considèrent que ces situations, elles ne sont pas si bloquantes que ça. Ils sont beaucoup plus ouverts à accueillir ce genre de profil dans leur entreprise. On le verra plus tard. Ils sont prêts à former. C'est pas parce qu'on a changé de poste régulier qu'on va pas pouvoir s'intégrer bien dans l'entreprise. Ou en fait un trou sur le CV. Donc Bibiana va nous donner les conseils. Mais ça, voilà, ça peut aussi avoir beaucoup d'avantages parce qu'on a vécu d'autres choses. Donc Bibiana, si tu veux rebondir là-dessus. Oui, alors effectivement, quand ressources humaines, donc il y a maintenant X années, les trous dans le CV, c'était vraiment pas bien vu du tout. Et quand je dis les trous, c'est la personne est partie à l'étranger, et ça c'était souvent d'ailleurs les femmes à l'époque qui partaient suivre leur époux pendant 3 ans, 4 ans et qui revenaient en France. Ensuite, même un congé mat, c'est compliqué. Ouais. Tout à fait, exact. Voilà. Donc les trous, le fait que les personnes changent au bout de 2 ou 3 ans d'expérience, il y a quelques années, c'était oh là là, en fait, ils sont instables. Aujourd'hui, waouh, ils sont adaptables. Ouais. Ok. C'est curieux.
Tout à fait. Donc, on constate vraiment une évolution, j'allais dire, de mentalité. Alors, une évolution, alors il ne faut pas se leurrer, mais c'est plutôt au niveau des jeunes générations, donc ça veut dire des jeunes recruteurs ou des jeunes managers. Et voilà, auprès des plus anciens, c'est encore moins le cas. Et c'est important lorsque vous avez un parcours atypique, c'est de le mettre en valeur. Et qui dit le mettre en valeur, c'est le mettre en valeur aux compétences que ce parcours atypique a pu les compétences que ça a pu développer chez vous. Voilà. Donc surtout, ne faites pas l'impasse, mais il y a effectivement une manière, j'allais dire, de mettre en valeur ces compétences développées dans le cadre de parcours atypiques. Et ce qu'il faut dire aussi, il y a des entreprises qui aujourd'hui sont même friands pour atypiques. Parce que des personnes, alors après il faut relativiser, mais selon les parcours, cela veut dire aussi qu'il y a des personnes qui, comment dire, qui, comme je disais tout à l'heure, qui sont très effectivement curieuses, mais également qui, à chaque fois quand elles changent, elles apprennent effectivement des choses nouvelles et tout ce qu'elles ont appris, ça leur permet effectivement de pouvoir transmettre ce qu'elles ont appris et du coup de pouvoir le transmettre plus rapidement que si effectivement dans la même entreprise. Voilà. Ok. Et puis, on était toujours sur le point de, voilà, n'hésitez pas à postuler dans des zones géographiques plus larges. Donc, je vais passer à la suite. Donc, un autre sujet dont on entend beaucoup parler, ce sont les soft skills. Donc, c'est quoi les soft skills? Ce sont des compétences humaines, comportementales. Donc, en fait, le savoir-être. Alors, excusez-moi, j'ai passé un petit peu trop vite, voilà. Donc, ce qui est ressorti de cette étude, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'employeurs qui sont prêts à embaucher une personne qui a des compétences transférables, puis à la former sur des aspects plus techniques, donc sur les hard skills. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant dans votre CV, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Je vois entre autres une question dans le chat voilà, d'un étudiant qui est à la première recherche d'emploi, donc il n'a pas d'expérience forcément à mettre en avant, mais vous allez pouvoir mettre en avant vos soft skills à travers d'autres types d'expériences plus personnelles, donc que ce soit du bénévolat, des activités sportives, voilà, des stages que vous avez pu faire, peut-être des petits jobs d'été. Et à travers toutes ces petites expériences, vous avez développé ces fameux soft skills. Et vraiment, c'est quelque chose que les employeurs regardent de plus en plus dans le recrutement. Par contre, un des points, c'est qu'on va voir les conseils de Biliana pour côté candidat, mais un point qui ressort en fait, c'est que les recruteurs ont du mal à avoir de l'information sur les compétences des candidats. Donc justement, par rapport aux conseils, Biliana, je pense que tu peux y aller. Alors effectivement, les soft skills, c'est toutes ces compétences donc de savoir-être et toutes ces compétences qui ne sont pas des compétences métiers. Donc, les soft skills, ça sera effectivement des compétences comme l'adaptabilité, l'aisance relationnelle, mais ça sera également l'esprit d'analyse, de synthèse. Et j'allais dire, toutes ces compétences-là, il y a 1000 et 1000 façons de pouvoir les développer. Et pas uniquement dans le cadre d'une entreprise et au sein d'un poste donné. C'est qu'à un moment donné, vous dites, OK, donc dans telle expérience, c'est effectivement une expérience qui n'est pas une expérience professionnelle, qu'est-ce que j'ai fait? Et pour le faire, j'ai mis en œuvre comme soft skills, donc comme savoir-être. Et lorsque donc vous faites une démarche pour les X expériences qui ont été les vôtres, faire du babysitting par exemple, effectivement, en avant des compétences des compétences d'adaptabilité, d'agilité, quand il y en a plusieurs petits à garder, par exemple, pour l'avoir fait, donc je sais ce que c'est. Donc voilà, donc vraiment, donc bien identifier donc quelles sont l'ensemble donc de ces compétences et également Liliana, je suis désolée,
Oui. Je me permets de te couper. En fait, comme il y a des petits soucis de réseau, notre conseillère technique nous recommande en fait que tu coupes ta caméra, malheureusement. Peut-être, tu peux peut-être couper ta caméra quand tu parles, au moins, comme ça. Et après, D'accord, ok. tu reviendras quand même avec nous de temps en temps. Parfait, pas de souci. Super, merci. Donc, Désolée à tous pour ce les petits inconvénients. Donc, ce qui est important, donc, c'est d'identifier donc ces compétences et ensuite, effectivement, de les mettre en valeur sur le CV. Ensuite, donc ça, c'est par rapport au CV. Mais ce qui est le plus important, j'allais dire, pour mettre en valeur ces soft skills, c'est surtout lors de l'entretien. C'est lors de l'entretien, que ça soit le premier échange téléphonique de qualification que vous pourrez avoir avec un recruteur potentiel, ou ensuite en entretien en face à face ou en visioconférence. Il est vraiment important, au travers d'une ou de plusieurs de vos expériences, donc en expliquant effectivement de manière très synthétique, en une phrase ou deux maximum, expliquant votre réalisation, donc le contexte dans lequel vous l'avez fait, donc quels étaient les enjeux, les contraintes et quel a été le ou les. Juste de parler d'une ou de plusieurs réalisations probantes pour faire passer une tonne de messages sur vos soft skills. Dernier point sur les soft skills, pourquoi les soft skills ont également, j'allais dire, autant d'importance aujourd'hui dans le recrutement. D'une part, parce que ça paraît être du bon sens, mais parce que les entreprises, elles sont en pénurie de candidats, eh bien, à recruter et donc les futurs employés sur la partie technique métier. Ok. Parfait, merci. Alors, je continue. Donc voilà, un point important aussi dans votre recherche d'emploi, c'est de comprendre comment les recruteurs font pour trouver les candidats. Donc, à travers cette étude, on a bien vu que voilà, les 4 canaux les plus utilisés par les recruteurs, ce sont 1, les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn par exemple. Ensuite, tout ce qui est réseau professionnel et personnel, donc ça va être le réseau d'anciens élèves, les anciens collègues, l'entourage proche, le réseau virtuel qu'on va développer sur ces fameux réseaux sociaux professionnels. Et 2 points très importants, c'est qu'en fait, les entreprises, elles vont mettre des annonces sur les job boards, donc qui sont les sites de recherche d'emploi comme Monster. Donc n'hésitez pas à aller voir les annonces dans votre domaine sur le site de Monster. Et aussi, en fait, 46 des recruteurs vont utiliser les job boards comme Monster pour aller chercher des CV. Donc les entreprises, elles vont payer les job boards pour avoir accès à une CVTech. Donc par exemple, la CVTech Monster, vous allez télécharger votre CV sur le site de Monster et les entreprises, par rapport aux offres qu'elles ont, vont aller chercher des profils qui correspondent à ce qu'elles recherchent et vont pouvoir vous contacter directement. Donc les conseils qui vont avec ça. Oui, alors effectivement, il y a un souci technique parce que je ne vois plus les slides. Ah. Ce n'est pas grave. Je vais quand même pouvoir continuer. Alors, j'enlève ma caméra. Donc, alors, est-ce que vous voyez tous les slides? Je vais juste vérifier. Les joies de la technique. J'espère que tout est bon pour vous. Oui, parfait. Bon, alors on continue. Vas-y, Biliana, désolée. Alors, ce qui est effectivement important, c'est que vous puissiez vraiment, j'allais dire, soigner votre. Donc, alors que ça soit au niveau du CV ou que ça soit par exemple au niveau de vos profils sur LinkedIn ou sur d'autres, j'allais dire, job boards. Donc, il est important, j'allais dire, de mettre les mots et les compétences qui vont attirer l'attention de vos recruteurs potentiels. Donc, comment savoir, j'allais dire, quels sont ces mots qui sont intéressants. En fait, il suffit d'aller, soit sur les annonces
donc pour voir effectivement quels sont les mots, enfin pour trouver les mots-clés, donc que ça soit au niveau du profil recherché, donc c'est-à-dire en termes des compétences, mais également par rapport, par exemple, au secteur d'activité. Et ensuite, quand vous aurez effectivement identifié ces mots-clés, c'est de les réintroduire dans votre CV ou, j'allais dire, dans votre profil LinkedIn. Pardon. Il est, comment dire, il a été démontré, voilà, il a été démontré que plus vous réussissiez à mettre certains mots-clés dans votre CV, surtout sur les job boards, et plus vous avez effectivement de chances d'être contacté. Donc, ce travail en amont, hein, donc d'identification des mots-clés est très important. Parfait. Et on a aussi parfois, alors vous allez peut-être parfois pouvoir postuler en direct avec l'entreprise, mais sachez qu'ensuite les entreprises vont aller faire des petits contrôles de référence. Donc ils ont beau avoir reçu votre CV par email, mais ils vont peut-être aller vérifier votre profil LinkedIn ou même éventuellement vos profils sur les réseaux sociaux personnels, surtout si c'est des profils ouverts. Donc attention, voilà, à pas avoir à rester sur des profils assez sérieux et professionnels. Alors oui, alors justement, je rajouterais, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence entre les informations que vous avez sur votre CV et que vous envoyez soit par candidature spontanée, soit le CV que vous mettez dans les job boards, mais également, bien évidemment, votre profil LinkedIn, par exemple. Le nombre de fois où je me suis dit, ah, tiens, c'est pas les mêmes dates. Ah, tiens, c'est pas la même entreprise. Tiens, ah, là, il y a un trou, alors que là, il n'y a pas. Ouais. Voilà. Donc, faites attention, relisez. Ouais. Parfait. Peut-être qu'on peut faire un petit point sur le développement de son réseau, les différentes façons pour développer son réseau. Biliana, je pense que Biliana a quitté le. Si, Non, Biliana, non, est-ce je que tu es suis là? Ah, tu es là. Il y avait... Oui, oui. Oui, alors, virtuel, hein, de là dont on parle, la manière effectivement de le développer, c'est effectivement d'aller rechercher des contacts, mais quand vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez également utiliser le réseau afin qu'il puisse, j'allais dire, parler de vous, donc par rapport donc à vos coordonnées. Ce qui est important, c'est de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, soit parce que vous allez liker certains commentaires, d'autres, soit vos commentaires vont être likés et encore une fois, rien ne vous empêche par messagerie effectivement personnelle de demander effectivement à certains de vos contacts de forwarder par exemple votre email, votre CV, si vous avez effectivement mis votre CV dans le cadre d'un poste. Ok. Parfait. Et donc là, sur la présentation, donc vous allez la recevoir avec le replay. On a mis les liens justement si vous voulez aller créer vos alertes emploi ou télécharger votre CV sur le site de Monster. Alors, hop, on passe à la suite. Donc, une fois que les recruteurs vous ont trouvé, donc que ce soit vous qui avez, enfin, soit c'est vous qui avez envoyé votre CV au recruteur, soit le CV vous a trouvé à travers les job boards ou les réseaux. Comment ils vont sélectionner les candidats? Donc, ça semble un petit peu évident. Voilà, c'est principalement à travers l'entretien en personne et à travers votre CV. Bien sûr, ils vont regarder vos expériences professionnelles et voilà, on en a déjà parlé, vos compétences transférables. Mais voilà, les 2 points qui sont vraiment importants, c'est d'avoir un CV vraiment idéal et qui va attirer l'employeur et de très bien se préparer à l'entretien. Donc, Biliana, tu peux juste faire une petite introduction, puis on va rentrer un peu plus dans le détail après. Oui, tout à fait. Alors, quand on parle effectivement d'avoir le CV idéal, ça veut dire aussi que vous pouvez très bien avoir 2 ou 3 CV. Alors, bien évidemment, votre compétence et votre parcours ne vont pas changer
d'un CV à l'autre. Par contre, les compétences que vous allez mettre en avant, les mots-clés que vous allez effectivement mettre en avant, l'accroche de votre CV peut changer d'un CV à l'autre, sachant que quand je dis que vous pouvez avoir 2 ou 3 CV, c'est en fonction, par exemple, des secteurs d'activité. Par exemple, selon le secteur d'activité, vous n'allez pas mettre en avant les mêmes compétences ou les mêmes mots-clés. Ou éventuellement selon le type de poste, parce que vous pouvez très bien pouvoir postuler à 2 ou 3 types de postes différents. Et dans ce cas-là, là aussi, vous n'allez pas présenter votre CV de la même manière. Donc, n'hésitez pas, j'allais dire, donc à avoir 2, encore une fois, ou 3 grands maximum après CV, en fonction, j'allais dire, de votre ciblage d'entreprise et de poste. Parfait. Alors, on va revenir un peu plus en détail justement sur comment bien préparer son entretien et bien préparer votre CV. On vous a déjà partagé en fait des liens avec des conseils. Donc, vous pouvez regarder notre webinaire qui avait été fait en décembre dernier sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les entretiens d'embauche. Et on a un article aussi sur comment optimiser la diffusion de son CV en ligne. Juste un point rapide avant de rentrer dans le détail des conseils sur le CV et les entretiens. Ce qui est important, c'est en fait de comprendre les nouveaux enjeux des recruteurs afin de se mettre en avant de la bonne façon. Donc on voit que les enjeux principaux des recruteurs, c'est qu'ils ont du mal à identifier les candidats qui correspondent à leurs besoins. Donc ça, on l'a vu, puis on va continuer un peu plus dans le détail au niveau du CV et aussi de l'entretien. C'est important de savoir mettre en avant un peu ce que le recruteur recherche, donc de comprendre bien l'offre du recruteur. Ils ont du mal à acquérir des talents qualifiés et surtout en fait à les retenir. Donc on voit que le marché est très dynamique et que les gens changent assez souvent de poste. Et ils ont du mal aussi, voilà, à trouver des candidats avec les bonnes compétences techniques, mais on a vu qu'ils sont prêts à former. Et ensuite, voilà, il y a aussi des nouvelles attentes des candidats, donc ce qui prouve que vous êtes un peu les candidats sont plutôt en position de force, en ce moment. C'est que, voilà, les candidats, ils recherchent vraiment un équilibre en matière, enfin, entre la vie professionnelle et la vie privée et c'est ça, on est sur un marché, très très concurrentiel. Donc hésitez pas à vraiment à postuler à des postes même auxquels vous croyez pas, je pense. Biljana, tu peux peut-être dire ce que tu en penses. Si vous savez mettre en avant des compétences qui peuvent être transférables, l'employeur pourra toujours être intéressé. Alors, par rapport à ce que tu dis, donc effectivement, il ne faut pas hésiter à poste. Sinon, ça va pas pouvoir se faire. Mais dans ce cas-là, il faut le faire par candidature spontanée. Et la candidature spontanée, non pas envoyée au RH, mais envoyée à la personne qui serait censée être votre N+1. Et au niveau du CV et de la lettre d'accompagnement ou du mail d'accompagnement, il est là important, effectivement, de mettre en avant vos soft skills qui, effectivement, peuvent répondre aux attentes de votre futur N+1 par rapport au poste pour lequel, ou le type de poste pour lequel vous postulez, même si vous n'avez pas eu d'expérience encore dans ce poste. Mais il est vraiment beaucoup plus efficace, encore une fois, par candidature spontanée, la personne qui est censée être votre N+1 que d'aller vers les RH, qui sont souvent les dernières personnes qui sont mises au courant dans le cadre, j'allais dire, d'un recrutement, et qui encore aujourd'hui, même si on a vu toutes les évolutions là, et qui sont encore aujourd'hui dans le je fais du copier-coller du poste antérieur. Voilà. Donc, effectivement, par rapport au CV, comme on l'a déjà dit, il est vraiment important donc de mettre en avant ses compétences, les compétences soft skills, d'identifier donc les mots-clés et de bien effectivement les positionner dans le CV. N'hésitez pas à faire relire votre CV. D'une part, à des personnes qui sont pas du tout dans le métier, pour vérifier que elles comprennent bien ce qu'il y a décrit,
donc éviter qu'il y ait des jargons éventuellement métiers ou bon. Et bien évidemment, le faire lire aussi par quelqu'un du métier qui là, effectivement, pourra éventuellement vous dire, attends, là, tu as oublié peut-être ceci, ou est-ce que tu as fait ça, et pourquoi tu le mets pas, ou pourquoi tu mets ça, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire également, un point qui est intéressant, c'est d'avoir un œil extérieur sur votre CV. Ensuite, les entretiens. Alors, on vous le dira jamais suffisamment, les entretiens, ça se prépare. Et que ce soit des entretiens en visioconférence ou, j'allais dire, en présentiel, voilà, en face-to-face, les entretiens, ça se prépare. Alors, ça se prépare d'une part en ayant des informations sur l'entreprise que vous allez rencontrer donc au travers du manager ou à travers de la personne des RH. Voilà, donc, et aujourd'hui, c'est tellement facile avec Google, j'allais dire, d'aller rechercher des informations. Alors, à la fois des informations donc, que vous pouvez trouver sur le site, mais également des informations que vous trouvez, j'allais dire, dans Google sur « Ah tiens, il y a eu une sur le site Intel et justement, j'ai rendez-vous sur ce site, par exemple. » Donc, c'est intéressant, enfin, pour vous déjà, bien évidemment, mais également après, pour mener l'entretien, c'est intéressant d'avoir effectivement ce type d'informations sur l'entreprise dans laquelle vous postulez. Ensuite, ce qui est important également, c'est d'identifier donc, bien sûr, le poste qui est à pourvoir, mais ça, souvent, vous avez les informations, mais surtout, quels sont les besoins du recruteur. Alors, quand on parle de besoins de recruteur, dans l'entretien, qu'il soit encore une fois en face-to-face ou en visioconférence, l'entretien, c'est pas de monologue. C'est-à-dire, moi, d'abord, candidat, je décris pendant 3/4 d'heure quelle a été mon expérience professionnelle ou pour les débutants, de manière peut-être plus courte, mais voilà, j'explique voilà ce que j'ai fait et après c'est l'entreprise. Non, l'objectif d'un entretien, c'est vraiment qu'il y ait un dialogue, c'est-à-dire de manière synthétique, j'explique parcours professionnel, quelles sont mes compétences et ce vers quoi je m'oriente aujourd'hui, ou en tout cas j'aimerais m'orienter aujourd'hui, mais de manière très synthétique. Et ensuite, vous laissez la parole donc à votre interlocuteur qui, de par les questions qu'il ou elle va vous poser, va vous permettre également, ça va vous permettre d'avoir des informations sur, a priori, s'il me pose des questions qui sont orientées sur telle et telle thématique, c'est qu'il y a peut-être un besoin particulier sur ces aspects-là. Et ensuite, vous pouvez rebondir en disant, bon, si j'ai bien compris, vous m'avez demandé ça et ça, est-ce que ça veut dire que? Et c'est là où vous allez vraiment pouvoir, vous aussi, ressortir d'un entretien en vous disant, OK, moi aussi, j'ai eu des informations et moi aussi, j'allais dire, je décide ou pas de vouloir y aller. Donc, les entretiens sont vraiment faits pour que vous puissiez être sur le même niveau d'égalité que votre interlocuteur. Tout à fait, oui. Et ça, on oublie trop parce que, voilà, on est en recherche et en plus, si on est au chômage, alors effectivement, il y a tout le stress lié, effectivement. Donc tout ça, c'est normal et c'est légitime, bien évidemment. Mais n'oubliez pas quand même que a peur de se tromper. Donc, pour le rassurer, faites en sorte donc de répondre d'identifier et de répondre à ses besoins. Donc, de lui montrer que c'est vous qui avez les compétences et les soft skills dont a besoin votre recruteur. Ensuite, ce qui est important pour justement faire en sorte qu'il y ait cet échange et ce dialogue, c'est d'éviter. Alors après, il y a encore certains recruteurs qui vont vous demander de détailler depuis votre première expérience à votre dernière expérience que vous avez fait, mais de manière générale quand même, évitez, j'allais dire, de décrire votre expérience comme ça de manière monocorde et c'est hyper insipide, même si vous y mettez beaucoup, j'allais dire, de dynamisme, mais faites en sorte, encore une fois, de décrire votre parcours de manière synthétique et ensuite de donner
après vous verrez selon le type d'entretien, une ou plusieurs réalisations. Parce que c'est au travers… Juste me permets, comme tu es sur l'entretien, je vais passer à la page suivante. Oups, là, pardon. Oui. Et on reviendra sur le CV après, sur les détails sur le CV. Est-ce que tu as accès à la présentation à nouveau, Biliana? Non, je n'ai pas accès, mais je vois où tu actualises ta page, en fait. Je vais éviter… pour choisir. Oui, je vais éviter de… Vu les problèmes techniques, je ne bouge plus. Okay. Mais si tu me dis qu'on est sur le slide préparer un entretien, c'est parfait pour moi. Voilà. Parfait. Donc, voilà, je disais effectivement que c'est important d'identifier donc dans l'ensemble de votre parcours professionnel, alors que ce parcours ait 30 ans ou qu'il ait 10 ans ou 2 ans, et même j'allais dire, dans vos activités extra-professionnelles, c'est d'identifier donc des réalisations, pardon, l'organisation des 50 ans de mariage des grands-parents, ça peut être ce qu'on appelle une réalisation. Par exemple, le cas pour des plus jeunes qui ont peut-être… Non. Pourquoi? Parce que, ça veut dire contacter toutes les personnes, voire éventuellement des personnes qui sont à l'étranger. Donc, en termes, j'allais dire, d'anticipation, ça montre de l'anticipation, ça montre après, donc, compétences d'anticipation, compétences d'organisation, compétences de persévérance. Bref, donc, juste en décrivant, j'allais dire, la manière dont vous avez fait et dans quelles conditions cette réalisation a eu lieu, avec bien évidemment le résultat, là, entre autres, tout le monde a été satisfait et on a passé une superbe journée ou une superbe soirée, ça fait passer beaucoup de messages sur vos soft skills et, j'allais dire, même vos compétences métiers quand c'est le cas. Sans que vous ayez à dire, voilà, moi je sais faire ça, ça et ça, ou moi je suis quelqu'un d'ouvert, d'empathique et autres. Non, c'est au travers, j'allais dire, d'une réalisation que vous allez montrer que vous êtes quelqu'un d'empathique, de persévérant et autres. Est-ce que tu aurais des recommandations, Biliana, sur comment bien justement préparer son pitch de présentation? On voit que c'est important de savoir se présenter rapidement de manière synthétique. Alors, se présenter de manière synthétique, c'est un travail. C'est-à-dire, c'est pas en un premier jet que vous allez effectivement pouvoir pouvoir avoir, j'allais dire, d'être synthétique. Voilà, tout à fait. Voilà, donc en fait, vous allez dans un premier temps, donc sur une feuille de papier, décrire quels sont, j'allais dire, les points qui vous semblent importants à mettre en avant, raconter, voilà, mettre en avant pour votre interlocuteur. Donc, vous allez faire un premier jet et ensuite, vous allez en faire un deuxième, un troisième pour faire en sorte que vous allez arriver à, en termes de pitch oral et pas d'écrit, arriver à 3 à 5 minutes de présentation. Je vous prends mon cas. Bonjour, Biliana Zarik. J'ai 25 ans d'expérience professionnelle dans le conseil en ressources humaines. Je suis à la fois intervenue dans des cabinets de taille modeste franco-français, mais également dans des cabinets de taille beaucoup plus importante et également étrangers, entre autres américains et anglais. Je suis intervenue sur des thématiques comme le management des talents, la qualité de vie au travail, et également, j'ai fait beaucoup de pilotage de projets avec une expérience de management de X années. Point. Je ne sais pas combien de temps là j'ai mis, mais voilà. Et là, effectivement, déjà, votre interlocuteur a l'essentiel des informations dont il peut avoir besoin. À vous, après, en fonction des questions qu'il va vous poser, comme je disais, voir ce dont il peut avoir besoin et détailler plutôt telle ou telle partie. Ou telle ou telle expérience, c'est ça. Par rapport au poste auquel on postule, il y a peut-être une de vos expériences à mettre en avant, par exemple. Voilà. Et c'est là où, par rapport à ce que je viens de décrire par rapport à moi, peut-être que mon interlocuteur va répondre en disant « Ah oui, effectivement, j'ai vu sur votre CV que vous êtes intervenu sur la qualité de vie au travail. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelles conditions vous êtes intervenu et auprès de quel type de client ?»
Ok, donc je me dis, tiens, là, il y a un intérêt pour cette expérience-là. Et bien évidemment, là, je vais plus détailler. Sachant que le pitch, il est également en fonction de ce que vous recherchez également comme type de poste ou comme type d'entreprise. Voilà. Donc, ça veut dire que vous allez, j'allais dire, le préparer en y mettant, encore une fois, en valeur certaines expériences et pas obligatoirement d'autres. Parce que les autres, ça ne correspond pas vers ce vers quoi vous souhaitez continuer. Donc, ça ne veut pas dire mentir, ça veut juste dire ne pas, ne pas parler de certaines expériences. Ok. Un autre point dans la préparation, c'est, tu en as un peu parlé, c'est vraiment de connaître l'entreprise. Donc, c'est de préparer des questions à poser pour le recruteur, mais aussi de préparer des réponses à des questions type. Alors, on parle souvent force-faiblesse, même si ça se fait quand même de moins en moins. Alors déjà, il y a préparer des réponses aux questions type, à partir du moment où vous vous êtes bien préparé sur quelles sont mes compétences, comment j'ai réalisé telle et telle mission, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai au contraire ce que j'ai aimé. Donc à partir du moment, j'allais dire, où vous avez les idées claires sur, j'allais dire, votre parcours professionnel, sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai développé comme compétences, encore une fois, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aime pas aimer, pourquoi j'ai quitté telle ou telle entreprise. Ensuite, j'allais dire, il n'y a pas de questions, comme certains disent, des questions pièges. Donc, ça veut dire, encore une fois, que plus vous vous êtes préparé, vous avez, j'allais dire, les idées claires sur votre parcours professionnel, et plus vous pourrez plus facilement, j'allais dire, répondre aux questions. La question bête et méchante, comme je dis, c'est quelles sont vos qualités et vos défauts? Bon, alors il y en a encore certains qui posent cette question. Eh bien, à partir du moment où vous avez les idées claires sur ce que vous avez fait, vous dites, écoutez, je pense que l'une de mes qualités essentielles, c'est la persévérance. Effectivement, lorsque j'étais dans telle entreprise et quand j'ai eu à réaliser telle et telle action, j'ai fait ça, ça. Hop, la réalisation probante, vous la sortez. Oui. Ensuite, ce qui est important, c'est bien sûr la communication orale. Et là, je me rends compte que ce matin, avec les problèmes techniques, je peux faire mieux. On va parler des entretiens virtuels après. On va revenir après, d'abord sur les CV. Et donc, la communication verbale, c'est important. Et ça veut dire aussi que les entretiens… Voilà, alors, il y a ça, mais surtout, les entretiens, c'est comme, j'allais dire, les comédiens. Ça se prépare, c'est-à-dire vous faites des simulations, alors devant ou pas devant votre glace, mais faites des simulations d'entretien. Vous savez grosso modo quels sont les types de questions qui vont être posées. Vous faites en sorte de répondre, j'allais dire, à ces questions-là. Votre pitch, pareil, vous vous entraînez. Et en vous entraînant, vous allez de vous-même vous dire, ah mince, là j'ai utilisé ce mot, il est hyper négatif, non, il ne faut pas. Et du coup, vous allez entraîner votre cerveau également à parler donc de votre expérience professionnelle, de ce que vous recherchez comme type de poste. Vous allez l'entraîner et le jour J, ok, ça va se passer tout à fait sans aucune difficulté. Après, il y a effectivement le non-verbal et comme tu dis, le sourire. Oui, alors il y a le sourire. On ne croise pas les bras, on essaye d'être en mode ouvert aussi. Tout à fait, oui. Et puis il y a le côté, on est décontracté ou pas décontracté. Si effectivement les entretiens de recrutement, alors qu'ils soient en visioconférence ou en face-to-face, c'est quelque chose qui vous stresse, et là aussi ça peut se concevoir, dans ce cas-là, n'hésitez pas, quelques jours avant, à commencer à faire de la cohérence cardiaque, à commencer à faire de la respiration abdominale, à faire peut-être de la sophrologie, enfin, chacun trouvera, comme on dit, son bonheur. Et là, voilà, sur YouTube et ailleurs, vous avez tellement, j'allais dire, de sources pour trouver. Donc, du coup, voilà, pour que vous puissiez
Donc, pareil, donc pour faire en sorte que vous puissiez arriver à votre entretien de manière détendue. Quand quelqu'un est tendu, ça se voit au niveau au niveau musculaire, ça se voit au niveau du visage qui est crispé, ça se voit au niveau des jambes qui secouent comme, voilà, bref, tout ça se voit et d'une part, ça vous met pas vous en condition pour avoir un bon entretien. Et puis, bien évidemment, ça peut plus ou moins déstabiliser également votre interlocuteur aussi. Super. Alors, on va repasser à la partie CV un peu plus détaillée parce qu'il nous reste, on arrive déjà bientôt vers la fin du webinaire si on veut garder quelques minutes pour les questions. Donc, on vous a montré sur la page, là, on a un exemple de CV assez classique, on va dire. Donc, un chiffre qu'on a vu à travers notre étude, c'est qu'il y a 46% des recruteurs qui utilisent les CV Tech sur les job boards. Donc, qu'est-ce que vous devez privilégier pour que votre CV en fait soit correctement lu par les moteurs de recherche? Liliana, je ne sais pas si tu veux que je le fasse. Non, je pensais que tu allais le faire, mais Parfait, alors juste précision et je te laisse la parole. Oui. C'est justement sur les CV, sur les job boards que vous pouvez avoir le plus de souplesse et de facilité pour mettre les mots clés. Ensuite, et donc ça veut dire que vous pouvez avoir un CV pour les job boards, hein, donc un CV hyper classico-classique et voilà, sans créativité aucune. Et vous pouvez avoir donc un CV qui sera beaucoup plus créatif, que ce soit en termes de visuel, mais également donc du coup de manière de présenter les choses. Mais quand vous envoyez votre CV par candidature, par exemple. Ouais, directement à l'employeur. Donc là, le modèle que vous voyez à droite, c'est vraiment le modèle, on va dire, simplifié, le CV classique avec du texte qui va être facilement lisible par les moteurs de recherche. Donc, par exemple, si vous avez envie de télécharger votre CV après le webinaire sur la page Monster, utilisez plutôt ce genre de format avec voilà, uniquement du texte, éventuellement votre photo, avec dans l'ordre un titre, éventuellement un petit descriptif de vos expériences, de ce que vous recherchez, puis voilà, vos compétences, vos expériences professionnelles avec voilà, du texte, des chiffres, donc le titre du poste, le nom de l'entreprise, les dates et les tâches. Et il faut vraiment éviter, en fait, dans ces CV qui vont passer par des moteurs de recherche, faut éviter tout ce qui est tableau, colonne, graphique, des images, des logos, parce qu'en fait, le moteur de recherche, il va pas réussir à les lire. Donc si vous mettez vos compétences en format, picto ou petit logo, bah, visuellement, ça va être très joli, mais le moteur de recherche, il va pas être capable de dire, que vous aimez travailler en équipe parce que vous avez fait un petit logo qui y correspond. Donc c'est vraiment important de rester sur du texte quand vous téléchargez vos CV sur, des CV Tech. Par contre, voilà, comme le disait Biliana, on a 2 exemples, en bas de la page. Un CV plus design, vous pouvez l'utiliser quand vous postulez directement à une annonce, que vous envoyez votre CV à un employeur ou à un recruteur, mais voilà, en direct. Donc il y a un outil que je pense, tout le monde connaît bien, c'est Canva, qui peut vous aider vraiment à faire des CV un peu plus design, très sympas. Alors, quand on parle de design, il y a design et design. Alors, effectivement, l'objectif de ces CV, c'est effectivement de faire preuve de plus de créativité, que ce soit en termes de couleurs ou en termes effectivement de croquis, vraiment. Néanmoins, en France, on reste encore très attaché au classico-classique. Donc, bien sûr que vous pouvez être beaucoup plus créatif et design, et il y a des métiers où il faut avoir un CV, mais qui le sera complètement. Justement, les métiers dans le design, dans la créativité. Néanmoins, si vous vous recherchez un poste de contrôleur de gestion, vous pouvez effectivement rester, j'allais dire, sur un CV plus classique, mais en y mettant de la couleur, en mettant des choses qui sont plus en gras, avec une certaine typo, en mettant effectivement les noms des entreprises, enfin les logos des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Voilà, donc y mettre de la créativité, mais en restant quand même relativement, je dirais, classique. OK, alors on va juste passer, il nous reste peu de temps, donc on va passer au dernier point, c'est le recrutement virtuel, donc qui se fait de plus en plus.
on voit qu'il y a vraiment une majorité d'entreprises qui recrutent maintenant virtuellement, surtout au début des process de recrutement. Donc, il y en a une petite partie qui ne voit pas la différence, une plus grande partie qui préfère toujours le recrutement en personne. Mais voilà, on va vous donner les conseils importants à retenir si vous commencez voilà, votre processus de recrutement par un recrutement virtuel. Alors, je vais m'en occuper si tu veux, Biliana, comme j'ai Oui, la page sous les yeux. oui. Alors, juste un point. Oui. Un entretien virtuel ou en face-to-face se prépare de la même manière. Ouais. Ça se prépare. Donc, que ça soit sur l'entreprise, sur vous-même, donc qu'est-ce que vous allez donc présenter, le pitch et autres. Après, il y a des choses en plus que vous n'avez pas quand c'est du face-to-face. Voilà. Du coup, je te laisse faire. Donc, justement, on en a parlé, on en a eu pas mal des petits soucis techniques aujourd'hui, mais donc, premièrement, c'est de vérifier que vous avez bien reçu le lien au moins quelques heures avant l'entretien. Sinon, vous recontactez le recruteur. Testez votre équipement en amont, donc vérifiez que voilà, la vidéo, le son fonctionnent bien. Soyez plutôt dans un lieu calme, lumineux. Attention aussi à votre tenue vestimentaire et à votre posture. C'est pas parce que vous êtes derrière une caméra que il faut pas être soigné. Et voilà, comme Liliana a dit, bien préparer son entretien comme d'habitude, quel que soit le format de l'entretien, et se connecter 5 minutes avant pour voilà, être plutôt connecté avant le recruteur. Donc ça, c'était un peu tous nos conseils. On espère que ça vous a été utile. Juste une petite conclusion avant de passer rapidement aux questions. On a 5 minutes pour répondre à quelques questions. Donc voilà, ce qui est ressorti de cette étude, c'est que vraiment, on est dans un contexte où le taux de chômage est en baisse. Les candidats sont en position de force, surtout dans certains secteurs comme l'informatique, l'hôtellerie, la restauration. Et on a vraiment une tendance vers une marque employeur qui va favoriser le bien-être, la flexibilité et des recrutements adaptés aux candidats. Donc, il faut vraiment oser, il faut que vous ayez confiance en toutes vos expériences et toutes vos compétences que vous pouvez mettre en avant. Et en préparant bien, en ayant un CV qui est fait correctement, en préparant bien vos entretiens, vous allez, vous mettez toutes les chances de votre côté. Je vois là, par exemple, il y a une question, comment cibler les TPE ou les PME pour les recherches d'emploi? Vous allez dans Google, liste entreprises plus de 50, enfin entre 50 et 200 personnes, et vous allez trouver une liste. Vous allez sur le site de la CCI du bassin d'emploi qui vous intéresse, et normalement, elles sont bien faites, les sites des CCI, donc des chambres de commerce et d'industrie. Et pareil, vous allez trouver une liste. Ensuite, ça peut être par rapport à une fédération nationale de métiers, où vous allez également pouvoir y trouver donc des listes d'entreprises. En fait, encore une fois, avec Google, vous pouvez, j'allais dire, trouver votre bonheur. La seule chose, c'est que ça prend du temps, parce que vous n'allez pas trouver tout de suite toute la liste ou une liste complète. Donc, ça veut dire qu'il faudra peut-être aller regarder plusieurs des sites que Google va vous offrir avant de trouver donc les entreprises qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et ensuite, vous allez sur les sites des entreprises, vous allez sur, par exemple, si vous voulez envoyer une candidature spontanée aux dirigeants de cette TPE ou PME, vous mettez dirigeant entreprise XX et vous avez effectivement l'information par rapport aux informations, pas comptables, mais juridiques de création d'entreprise. Donc voilà, vous pouvez trouver facilement ces informations. Ensuite, il y a une personne qui dit la mobilité internationale et géographique, quels sont les trous? Alors là, soit vous identifiez, et avec la même pratique, Google, vous allez identifier les cabinets de recrutement internationaux, et vous pouvez donc passer par les cabinets. Ensuite, vous pouvez aller sur les sites des ambassades. Les ambassades ont tous un service ou un département entreprise. Et là, pareil, vous pouvez trouver des listes d'entreprises pour les identifier, donc leur envoyer des candidatures spontanées. Ensuite, vous avez Pôle emploi international.
Alors après, on peut être critique, et moi je suis la première par rapport à Pôle emploi sur certains aspects, mais par contre, le pôle international fonctionne très bien. Très bien. OK. Voilà. Après, on a pas mal de questions sur les profils seniors, Biliana. Donc, entre autres, que suggérez-vous pour un profil senior à qui l'on dit que le salaire est trop élevé par rapport au marché, de 40% par exemple, ou voilà, comment est-ce qu'il y a une stratégie en fait de recherche d'emploi quand on a des profils un peu seniors et on peut faire peur du fait d'avoir trop d'expérience? Alors, c'est là où le bas blesse en termes culturels au niveau de la France, c'est que voilà, il y a effectivement une image de la seniorité qui est plutôt négative. Néanmoins, ça évolue. Et encore une fois, je vois l'évolution par rapport à il y a quelques années. Et donc, il y a effectivement une part de responsabilité donc des recruteurs. Hein. On ne va pas recruter quelqu'un de trop vieux ou qui a une rémunération, voilà, ou qui est trop expérimenté. Mais ça vient également, et souvent également, de nous-mêmes. Et je sais de quoi je parle, hein, vu mon âge. Donc, si effectivement déjà dans votre tête, vous dites « Ah, je fais partie des seniors et de toute façon, les entreprises ne vont pas vouloir accrocher par rapport à mon profil », déjà, vous démarrez mal. Bien. Bon, maintenant, ce n'est pas suffisant. Il nous reste juste très peu de temps, Biliana, désolée. Voilà. Après, c'est effectivement au niveau donc du CV, la manière de présenter les compétences et donc plutôt de les présenter sous forme de compétences et non pas de CV, comment dire, chronologique. Et après, au niveau de la rémunération, bah, tout est question de quel est l'effort que vous êtes, vous ou pas, prêt à faire aussi par rapport effectivement au salaire qu'on peut vous proposer et qui est inférieur à celui que vous aviez dans l'entreprise précédente où vous avez passé peut-être 20 ans. Voilà. Ok. Bon, bah, merci Biliana. Alors, on arrive déjà à la fin du webinaire, donc malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais merci à tous pour votre participation. Pensez à noter le webinaire et comme on vous l'a dit au début, donc vous allez recevoir le lien pour le replay et pour télécharger la présentation dans les prochains jours. Donc, on vous souhaite plein de chance dans vos prochaines recherches. Et bah, merci Biliana pour ta participation et tes bons conseils. Et merci Aimé pour la modération. Donc, on se retrouve, on va avoir un nouveau webinaire sûrement avant l'été. Donc, on vous tient au courant rapidement. Merci à tous. Bonne recherche à tous. Merci, au revoir.